Quand Louis XV meurt le 10 mai 1774, le jeune Louis XVI s'écrie « Quel fardeau ! Et l'on ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber avec moi. » Il a des raisons de s'inquiéter. Les finances sont catastrophiques. Pour rétablir les finances au temps de Louis XV, on a fait des premières expériences libérales qui ont tourné court. Les expériences libérales ont consisté à faire croire au roi qu'en libéralisant l'économie et en cessant de surveiller le prix du grain, il allait enrichir tout le monde et lui-même. Ces expériences ont tourné court. On est revenu au contrôle de la circulation des subsistances et nous voilà revenus à la base du problème, un nouveau roi, une dette absolument abyssale, enfin pas encore abyssale mais extrêmement préoccupante, et le roi ne sait pas comment il va venir à bout de ces problèmes-là. Les parlements sont matés. Les parlements, ce sont les juges qui, depuis très précisément le jour de la mort du roi Louis XIV, n'ont cessé d'empoisonner la royauté. Ils ont été matés par un magistrat qui s'appelle Maupoux. Et dans l'entourage du jeune roi, on a fait revenir les parlements. Et Maupoux dira à Louis XVI, « J'avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis 300 ans. S'il veut le reperdre, il est bien le maître. » Et Maupoux est parti dans sa campagne ruminer sa déception et son désarroi. On a recommandé au jeune roi un certain Turgot. Qui est Turgot? C'est un très bel homme, très calme, très imposant, qui au moment où il est présenté au roi lui prend les mains, comme il ferait avec à la fois affectation et affection, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça. Le roi, il est jeune, timide et impressionné par cet homme fait qui lui promet de se dévouer à lui. Il a la réputation qui sera absolument vérifiée, hein, c'est absolument incontestable, d'être travailleur, incorruptible et désintéressé. On ne pourra jamais lui retirer ça, mais vous allez voir le reste. Il a été intendant du Limousin. L'intendant, c'est l'équivalent sous l'Ancien Régime de ce que sont les préfets aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'envoyé du pouvoir de Versailles dans la province. Il a été intendant du Limousin et il avait l'ambition de bien faire sans courir ni après la gloire ni après l'argent. C'était rien moins qu'un mondain. Il n'allait jamais dans les réunions, c'est un homme timide, réservé. On ne lui connaîtra ni maîtresse, ni affaires, ni femme, ni rien du tout. Il est resté rivé à son objectif de régénérer la France de la façon que je vais vous raconter. C'est un homme des Lumières. C'est un homme des Lumières. Il a été rédacteur de l'encyclopédie, il a rédigé les mots étymologie, existence, expansibilité, foire et marché et fondation, qui sont parus dans l'exemplaire de l'encyclopédie de 1756. Lors d'une période grave de disette, dans le Limousin dont il était intendant, il a développé des ateliers de charité. Donc ça sera également sa marque de fabrique, on s'occupe des pauvres. On a des pauvres, on va les occuper dans des ateliers de charité. Louis XVI évince Terray, c'était celui qui était au pouvoir au moment de la mort de Louis XV, et sous l'influence de Maurepas, il fait remplacer Terray par Turgot, c'est-à-dire on présente Turgot au roi et ensuite le roi lui donne le poste absolument fondamental de contrôleur général des finances, autant dire Premier ministre, ministre de l'économie et des finances tout à la fois. L'abbé Terray, en 1770, 4 ans auparavant, c'est lui qui avait abrogé les dispositions libérales dont je vous ai parlé, qui étaient censées rétablir les finances royales. Or, Turgot est un partisan très chaud de ces mesures libérales. Donc on va remplacer celui qui a mis fin aux mesures libérales par un partisan acharné des mesures libérales. Et Terray dit à Turgot, au moment où il passe la main, à propos de la suppression de la police des grains. La police des grains, ce sont les agents du roi qui vérifient que les marchands ne vont pas s'enrichir sur la substance du peuple et que le grain va être vendu au bon prix à la population d'abord. Terray dit « 3 sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Les propriétaires de biens-fonds, les cultivateurs, qui ne sont pas forcément les mêmes, et les consommateurs. Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable aux propriétaires. À l'égard des cultivateurs, l'avantage qu'ils y trouvent est purement passager, puisqu'à l'expiration du bail, les propriétaires savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fermage. C'est-à-dire que si le cultivateur a gagné beaucoup d'argent, au bail suivant, le bail sera augmenté d'autant. Enfin, dit-il, les consommateurs souffrent évidemment le plus grand préjudice de la liberté, qui porte les prix à un taux qui n'a plus aucune proportion avec leurs moyens de subsister et qui augmente toutes leurs dépenses. Vous avez compris, ce sont les consommateurs, c'est-à-dire le peuple. Si on lâche si on instaure de nouveau le libéralisme, c'est si on supprime le contrôle du prix des grains, ce sont les consommateurs, c'est-à-dire la majorité, qui vont en souffrir.
L'abbé Terray avait conclu « La liberté n'est favorable qu'au plus petit nombre des citoyens, indifférent aux cultivateurs et très préjudiciable à l'incomparablement plus grand nombre des sujets du roi. » C'est dit, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Turgot n'en a cure, il croit à son système, il le veut, et il va convaincre le roi d'imposer ce système aux Français, en lui disant « Je crois véritablement que je suis né pour régénérer la France. » Quand vous trouvez quelqu'un qui veut vous régénérer, méfiez-vous, vous avez raison. Signe particulier méconnu de Turgot, en 1770, il a publié un mémoire sur les prêts d'argent qui demande la libéralisation de l'usure, rien de moins. Le prêt à intérêt, dit-il, doit être rendu licite et le taux doit être librement débattu entre le prêteur et l'emprunteur. Et les usuriers ne seraient punis que par des lois qui atteignent les abus de confiance et autres tromperies. L'argent est une marchandise comme une autre. L'argent est une marchandise comme une autre. Ça va être le credo libéral, qui doit subir comme le reste la loi de l'offre et de la demande. La légitimité de l'intérêt est la conséquence immédiate de la propriété, c'est-à-dire du droit qu'a le propriétaire sur la chose. Si je possède de l'argent, je peux le vendre ou je peux le louer comme une autre marchandise. Et personne n'a à me mettre des limites à ce droit. Le prix est toujours juste quand la volonté des deux parties a été libre et qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est ça le credo libéral. C'est le besoin qui force un homme à emprunter, mais c'est le même besoin qui le pousse à acheter son pain. Doit-il le voler? On ne va pas justifier de voler son pain sous le prétexte qu'il faut qu'on mange. Il utilisera ce raisonnement pour justifier la liberté du commerce des grains. Il considère comme une erreur de croire que la liberté du commerce puisse avoir pour conséquence de renchérir le prix moyen des grains. C'est le contraire, dit-il. Attendez, si on ne contrôle plus les prix, c'est une erreur de croire qu'ils vont augmenter? C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. La liberté, dit-il, en augmentant la masse totale de la production, ne pouvait que diminuer les prix du marché général au profit des consommateurs. Eh bien, vous savez pourquoi il pensait ça? Parce que, c'est tout. Il avait raisonné comme ça, et puis il l'avait écrit, et puis c'est comme ça qu'il croyait. C'était vérifié par rien. C'était un dogme. C'est le dogme libéral. Et c'est là-dessus qu'il va tout renverser. Alors, son programme est présenté au roi le soir de sa nomination. Le roi, je vous dis, a énormément de difficultés à trouver de l'argent pour boucler son budget, c'est une véritable catastrophe. Et Turgot lui dit, pas de banqueroute, on continuera de payer, pas d'augmentation d'impôts, les Français n'en peuvent pas plus, pas d'emprunt nouveau, de toute façon les Français ne veulent plus prêter. Pour faire face aux dettes, on va faire une stricte économie, on va réduire les dépenses, on va réduire les dépenses au-dessous de la recette, et puis on va arrêter les prébendes et les dépenses inconsidérées, ça vous savez dire, vous avez 4 chevaux, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez que 3, vous avez 4 cuisiniers, prenez-vous de 2, enfin bon, on va faire des économies, un peu de bout de chandelle, parce que c'est ça qui va combler le trou. Et il dit surtout, la libre circulation des subsistances préviendra la disette. Et il fait appel, attendez, j'espère que je ne me suis pas trompé de... Non, je ne me suis pas trompé de page. Voilà, excusez-moi. Il dit, la libre circulation des subsistances préviendra la disette, et il fait appel par avance à la fermeté du souverain. Il demande au roi par avance, le roi ne sait pas ce qui se prépare, il lui demande par avance de le soutenir. Sans se laisser effrayer, dit-il, par des clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelque système qu'on suive et quelque conduite qu'on tienne. C'est-à-dire qu'il obtient du roi qu'il lui promette de le soutenir en le prévenant quand même que les gens vont hurler. Mais le roi promet, il promet, puisqu'il promet. Les économistes exultent. Les économistes, c'est les Lumières. Condorcet écrit à Voltaire « Il ne pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la raison humaine. » C'est la raison. Le capitalisme, c'est la raison. Dites-vous ça. Jamais il n'est entré dans aucun conseil de monarque ou d'homme qui réunit à ce point la vertu, le courage, le désintéressement, l'annonce du bien public, les lumières et le zèle pour les répandre. Depuis cet événement, je dors et je me réveille aussi tranquillement que si j'étais sous la protection de toutes les lois de l'Angleterre. Je ne sais pas si vous savez connaissez beaucoup de Français qui, à l'époque, auraient voulu vivre sous les lois de l'Angleterre, mais c'est certainement pas le petit peuple. Les lois de l'Angleterre, c'est vraiment l'horreur. C'est l'horreur. Mais c'est le modèle des Lumières, c'est l'anglomanie de l'époque. Le choix de M. Turgot, dit Condorcet, mérite d'être célébré par tous ceux qui s'intéressent à la bonne cause. Donc c'est le bien. Voilà, il y avait le mal, maintenant voilà le bien. Voltaire appelle Turgot l'ange tutélaire et regrette de devoir mourir maintenant qu'il voit au pouvoir la vertu et la raison. C'est vrai que Voltaire, il commence à se faire vieux là, à ce moment-là. Il a encore quelques années à vivre, mais c'est bientôt la fin quand même.
Et d'Alembert écrit « Si le bien ne se fait pas, c'est qu'il n'est pas possible ». Turgot présente son programme. D'abord et avant tout, la libre circulation des grains. Ça veut dire quoi? Les grains produits par les agriculteurs doivent pouvoir être enlevés par les marchands et circuler sans aucun contrôle. Qu'est-ce que la royauté? C'est d'envoyer partout une police qui vérifie où est le grain. C'est un renversement des valeurs. Un renversement des valeurs. Sans la moindre étude préalable, il présente au Conseil le 13 septembre, soit 20 jours après son installation, un édit à ses fins. Son texte reprend les dispositions de la première expérience, qui était de 63-64, mais il se prononce par prudence, pas sur la liberté d'exportation. Parce que sous l'Ancien Régime, exporter du blé, c'est-à-dire hors les frontières, en période de disette, c'était le crime de lèse-majesté. Je vous laisse à penser la peine de mort que c'était. Donc, il ne revient pas là-dessus. On sait que c'est dans les tuyaux, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Cela dit, il rétablit intégralement, sur tout le royaume, la libre circulation des grains. Les négociants, écrit-il, il justifie pourquoi est-ce que la libre circulation des grains c'est bien. Les négociants, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par la promptitude et l'exactitude des avis qu'ils reçoivent, par l'économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'usage et l'habitude de traiter les affaires du commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Ça veut dire que les marchands connaissent mieux les affaires que les fonctionnaires du roi. Alors qu'ils connaissent mieux leurs intérêts, je crois que l'affaire est entendue, qu'ils connaissent mieux les affaires, ça resterait à démontrer. Leur vigilance, dit-il, excitée par l'intérêt, prévient les déchets et les pertes. Leur concurrence rend impossible tout monopole et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir la concurrence les engage à se contenter de profits médiocres. C'est merveilleux. Les marchands, quand on les laisse faire, se précipitent pour faire des petits profits, parce que ça sera plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu. Et les prix sont d'autant plus uniformes et s'éloignent d'autant moins du prix moyen et habituel sur lesquels les salaires se règlent nécessairement. Vous avez déjà entendu un truc pareil? Plus le prix du pain est bas, non, attendez, plus les prix sont uniformes, moins le prix moyen change et plus les salaires se règlent dessus nécessairement. Mais il a vu jouer ça où? Vous savez, au début de la Révolution, l'affaire Réveillon, c'est le pain est trop cher et les patrons ne sont pas là pour dire bah, attendez, on va vous augmenter en conséquence. C'est bien évident. Donc lui s'imagine, et il prétend, le prix moyen du pain sur lesquels les salaires se règlent nécessairement. Elle est où la nécessité pour les salaires de se régler sur le prix du pain? Où est-ce qu'il a vu jouer ça? Il dit « Les approvisionnements faits par les soins du gouvernement ne peuvent pas avoir les mêmes succès. Les fonctionnaires sont des bêtes alors que les commerçants sont des génies. » C'est ça que ça veut dire. Les agents qui l'emploient, n'ayant aucun intérêt à l'économie, achètent plus chèrement, transportent à plus grands frais et conservent avec moins de précautions. C'est-à-dire que les agents du roi, n'ayant pas intérêt sonnant et trébuchant à bien faire, font mal. Il n'a pas entendu parler, jamais, du désir de bien faire, de la conscience professionnelle, de l'intérêt pour le bien commun. Il ne connaît pas. Du moment où vous n'avez pas intérêt à bien faire, vous ferez mal. Et intérêt, c'est intérêt financier. Et il dit, il se perd et il se gâte beaucoup de grains à cause d'eux. Ces agents peuvent, par défaut d'habileté ou même par infidélité, grossir à l'excès la dépense de leurs opérations. C'est une vue de l'esprit. Il n'a jamais pu démontrer ce dogme qu'il énonce. Il ne le démontre pas, il l'énonce. C'est une démonstration théorique qui parle d'un marché qui serait régulièrement approvisionné et où les négociants sont nécessairement raisonnables, vertueux, bons joueurs. Voleurs jamais, menteurs jamais, grippe-sous jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont raisonnables, vertueux et bons joueurs parce qu'ils ont intérêt à l'être. Turgot pense et il affirme que les producteurs vont s'empresser de produire plus, assurés qu'ils seront d'un débouché régulier et de prix stable. C'est une construction théorique complètement imbécile.
Turgot dit, quand le paysan saura qu'il peut vendre son blé plus cher, il va en produire plus. Il avait joué ça où? Vous imaginez le paysan qui sort le matin en disant c'est combien le prix du blé ce matin? Ah bon non, je retourne me coucher, c'est trop bas. Ah non, le prix du blé augmente, je vais produire double. C'est une construction complètement théorique, coupée de la réalité, de ce qu'est la France et de ce que c'est la France qui travaille, la France paysanne, la France productrice. Le petit cercle des économistes qui aura toujours du pain sur sa table applaudit à tout rompre. Ils ont tous lu ce préambule, ils trouvent ça magnifique. Voltaire écrit « Il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà la première fois qu'un roi a raisonné avec son peuple. L'humanité tenait la plume et le roi a signé. » C'est beau comme l'antique. Je viens de lire le chef-d'œuvre de M. Turgot. Il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il en profite pour faire supprimer le journal de son ennemi personnel Fréron. Liberté d'expression, liberté d'expression. Ces gens-là ont passé leur temps à faire censurer ce qui leur déplaisait. Et Turgot va affirmer que la haine des méchants et des fripons le flatte. Il distribue des prébendes, mais réduit son propre traitement. Il sera intègre jusqu'au bout. Jamais Turgot ne gagnera un sou à ce qu'il fait. Vous pensez qu'il y aura des clameurs, Majesté? Il faut déshabituer le peuple de s'effrayer de voir sortir les blés. Déshabituer de s'effrayer. Pas mal, je ne sais pas comment il va faire, mais il va déshabituer le peuple. Dès le 22 septembre, on ne parle que de ça. Les deux extrémités du peuple ne l'entendent point, à savoir les gens de la cour et ceux de la basse populace. J'ai remarqué depuis longtemps, écrit un pro-physiocrate, les physiocrates ce sont ces théoriciens du libéralisme, j'ai remarqué depuis longtemps qu'entre ces deux extrêmes, une grande conformité de penchants et d'opinions. Il ne se trouve de lumière et de vertu que dans la classe moyenne, traduisez bourgeoise, parce que c'est ça qui se prépare. Turgot fait vendre d'un seul coup toutes les réserves de blé des greniers du roi. Le roi maintenait toujours à l'orée de l'hiver du blé pour, en cas de pénurie, pouvoir en sortir et faire baisser les prix. Il fait vider les greniers du roi. Ces greniers servent à maintenir le blé entre 8 et 12 sous la livre. Turgot les liquide pour 6 millions de livres. Les prix baissent immédiatement et hop, on remonte tout de suite après. Et il n'y a plus de réserve. Le Parlement, les juges, de retour en novembre, refuse d'enregistrer cet édit. Il veut une enquête sur la situation du marché. Turgot admoneste le premier président en lui disant « Mon édit sera enregistré ». Monsieur Turgot n'a pas un édit, c'est le roi qui signe les édits, c'est pas Monsieur Turgot. Mais il se prend maintenant pour le roi, mon édit sera enregistré. L'enregistrement se fait par lit de justice, c'est-à-dire que Louis XVI suit sa promesse et fait enregistrer l'édit rédigé par Turgot. Et les prix montent immédiatement, et Turgot affirme que cette hausse n'aura qu'un temps et que quand elle cessera, les accapareurs seront punis de leur cupidité et perdront pour toujours le goût de garder leur blé. Ce monsieur rêve tout haut. Pilier du parti des Vaux, le duc de Croÿ écrit « Ce fut, quoique sourdement et sans révolution, le plus grand coup porté à la religion depuis Clovis. » Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Ça va marcher. Ça ne marche pas, mais ça va marcher. Necker, banquier protestant, a publié un livre contre la liberté totale de circulation des grains. Turgot décide de le faire censurer. Bah, oui. Un censeur nommé ne trouve rien à redire. Il veut un ordre écrit du ministre. Turgot hésite à demander de censurer quelque chose qui a passé la censure avec succès. Alors il fait intervenir son ami Condorcet qui publie « Lettres sur le commerce des grains » où, selon Bachaumont, un chroniqueur de l'époque, il y a plus d'injures que de raisons. C'est-à-dire qu'on lâche ses chiens pour insulter ceux qui ne sont pas d'accord. Voltaire, qui était prêt à se battre, est prêt à se battre pour la liberté des grains comme il était prêt à se battre pour Calas. Il dit « Je suis très fâché qu'un banquier défende une si mauvaise cause ». C'est quoi la cause mauvaise que défend Necker? C'est de ne pas être pour la liberté totale que réclame Turgot. Le 1er mai 1775, Turgot envoie au curé de Paris un mémoire où il est dit « L'augmentation subite dans le prix des denrées peut mettre une disproportion entre les salaires et la subsistance. » Ah, je croyais que les salaires se réglaient nécessairement, la nécessité est tombée là, enfin bref. Il écrit « Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir, et c'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper et à salarier. Qui a intramonté le travail des enfants? Turgot. Jacques Turgot,
1er mai 1775. L'hiver a été rude et le transport est difficile. Que fait la police? La police, elle est là quand le transport des grains est difficile pour intervenir. Eh bien, elle n'a plus le droit d'intervenir. On va laisser faire les marchands. La police n'a plus le droit d'intervenir. La police, c'est un vieux préjugé qu'on vient d'abolir. Vous savez, quand ils ne sont pas d'accord, ils disent c'est un préjugé. Ce n'est pas que vous avez jugé et qu'ensuite vous avez décidé. Non, vous avez préjugé puisque vous n'êtes pas d'accord. Si vous aviez réfléchi, vous seriez d'accord avec eux. Fin décembre, dès le fin décembre, on signale des émeutes à Caen. Au début du printemps 75, 3 lieutenants de police de grosses villes viennent se plaindre de la disette, des murmures du peuple et même de quelques commencements d'émeutes. Alors les autorités viennent à Versailles en disant « Eh oh, qu'est-ce qu'on fait ?»« Rien. Vous ne faites rien. » Le 12 mars, le procureur de Lagny sera en personne à Paris pour attirer l'attention du ministère sur les circonstances critiques où se trouve l'abri. L'abri, c'est quand même le lieu de production du grain. Or, les gens arrivent au marché, il n'y a plus de grain, les marchands les ont pris. Le principe du marché, c'est le grain arrive au marché parce que le producteur porte le grain au marché, le peuple se sert, la police surveille, ensuite les marchands arrivent et prennent le surplus. Il n'y a plus de police. Les marchands arrivent chez le producteur directement et quand les gens arrivent au marché, il n'y a rien. C'est parti, c'est sur les routes. Et si des convois de grains se baladent sur les routes, la police est là pour les arrêter. Non, elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit. Le 14 mars, Turgot est alerté de troubles à Caen et il veut des punitions exemplaires. Ah ben ça. Et il exige de l'intendant la confirmation que le blé retenu alors a tout de même été expédié. Vous avez des manifestants qui retiennent des convois de grains et lui, Turgot, parce qu'ils ont faim, lui, Turgot, veut s'assurer que vous avez bien libéré les bateaux en question, que le grain est bien parti. C'est ça qui lui importe. Et il écrit, il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple. Il faut qu'il comprenne, au contraire, que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre les mesures les plus efficaces pour le contenir. Le 21 mars, une fermentation est signalée à Meaux. Il y a des incidents sur le marché de la ville où des marchands ont tenté de revendre sur place du blé avec une majoration de prix. Quand le marchand, dans l'ancien système, arrivait au marché, il prenait le blé à un prix fixé. Si on le voyait, le revendre à un autre prix, on lui confisquait. Là, ils prennent la main dans le sac. Un marchand à faire ça, ben non, il faut le relâcher. Attendez, il n'y a plus de police de toute façon. La police n'est plus là pour ça. Le 31 mars, le blé est à 21 sous et les greniers sont vides. On ne peut plus le faire baisser. Courant avril, le pain sera à 24 sous, c'est-à-dire 2 fois plus cher que ce que 3 Parisiens sur 5 peuvent l'acheter. 18 avril 1775, la foule refusant de se pénétrer du préambule tellement génial de M. de Turgot, pour tromper sa faim, envahit Dijon. Parce que qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Écoutez, relisez bien le préambule de notre édit et vous vous calmerez. Non, ce qu'ils veulent, c'est du pain, ce n'est pas un préambule. Depuis 8 jours, les gens ont faim et ils envahissent le centre-ville de Dijon. Le gouverneur de Dijon, M. de la Tour du Pin, répond aux manifestants venus porter leur doléance « Mes amis, l'herbe commence à pousser, allez la brouter. » Alors, à sa décharge, ce qui n'est pas vraiment une décharge, il sortait de repas, il était complètement cuit. Il était aviné, il voyait, enfin, il n'est pas debout. Enfin, bon. Et il l'a dit quand même. Une partie de la farine a été jetée à la rivière parce qu'on l'a dit frelatée. Alors parmi les contrôles que faisait la police, il y avait des contrôles de qualité du grain. Là, on prétend vendre aux gens de la farine avec des filaments bleus au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils voient arriver des convois de grains comme ça, les habitants les jettent à la rivière. Alors, la troupe est mobilisée et elle arrête quoi? 4 meneurs. C'est forcément des meneurs, ce pas des gens qui ont faim, c'est des gens qui sont manipulés par des meneurs. Et on écrit au ministre que l'émeute a été provoquée par ses ennemis. Bah oui, les ennemis des Lumières, vous savez. Vous avez compris? Le prix du pain n'est pas en cause, c'est la bêtise populaire. C'est même un complot anti-Lumière. Ah bah oui. Turgot écrit à la Tour du Pin le 20 avril « Je ne suis pas étonné, monsieur, du tumulte arrivé à Dijon. Toutes les fois qu'on partage les terreurs du peuple et surtout ses préjugés, il n'y a point d'excès auquel il ne se porte. » Louis XVI ajoute de sa main, et là, croyez-moi, ce n'est pas à son honneur, mais il a eu quelques années pour non pas repentir, mais comprendre comment on l'avait manipulé. Il écrit « Autant je désire que mon peuple soit heureux, autant je suis fâché quand il se porte à des excès où il n'y a nulle trace de raison. » Ce n'est pas la raison ou la déraison qui joue, là, c'est le prix du pain.
Le 24, Turgot écrit au vicomte Mailleur de Dijon, « Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. C'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire, contenir le peuple et le plier à la soumission de la loi. » Il réagit, il fait quand même quelque chose, il supprime les divers droits pour alléger les prix. Alors les droits de quoi, par exemple? Vous avez des droits de péage pour entrer dans les villes ou passer un pont. Pourquoi est-ce qu'on fait payer pour entrer dans les villes ou passer un pont? Parce que le pont, c'est la ville qui l'a construit. Et non pas pourquoi les gens ne vont pas utiliser le pont ou ne pas payer pour utiliser les services qui ont été fournis par une ville. Eh bien, il dit le blé sera moins cher si on supprime les péages. Mais vous croyez qu'il compense pour ceux qui bénéficiaient? Ah non. Donc pour faire baisser le prix, prétendument, le prix du grain, il supprime tous les droits de péage, sans demander l'avis aux intéressés. Et surtout, il fait une organisation massive d'ateliers de charité, de travaux publics, sur le mode de ce qu'il a fait lui-même en Limousin. Les ateliers de charité, c'est se servir de gens qui ont faim et qui sont en désespoir pour, moyennant un petit peu d'argent et un minimum de nourriture, les payer à faire des routes. Vous savez, tous les remparts qui étaient autour des villes, ils sont tombés comme ça. On a fait des ateliers de charité pour abaisser les remparts. Voilà. C'était du travail quasiment gratuit. Il y a des émeutes partout. À Reims, à Tours, à Metz, à Montauban, à Beaumont-sur-Oise. La foule demande la taxation. La taxation, c'est la fixation du taux. Taxer, c'est fixer un taux. Hein, c'est pas rajouter de l'argent, c'est au contraire taxer, c'est fixer un taux. Et la taxation est aussi vieille que le gouvernement. C'est-à-dire que les Romains taxaient déjà, les rois ont toujours taxé, et le peuple, quand il y a des difficultés, réclame la taxation, mais à la limite, il n'a pas besoin de le réclamer, puisque la taxation est d'elle-même négociée par les autorités dès qu'il y a une difficulté. Or, la taxation, de par l'esprit des Lumières, est devenue interdite. La taxation, c'est du vol. La taxation, c'est du vol. Donc, la population court sur les marchés en criant « taxation, taxation, taxation ». La taxation est interdite, on ne vous la donnera pas. Des femmes s'emparent de sacs de farine de blé et les vendent au bon prix. Ce n'est pas du pillage. On prend les sacs et on les vend au prix taxé. Taxé entre gens de la population. La taxation, elle se faisait entre les autorités, les marchands et les gens concernés en cas de difficulté. Et une fois que le prix était taxé, il était rigoureusement interdit d'en sortir. Là, les autorités ne veulent plus taxer, le peuple taxe lui-même. Le peuple et les femmes, c'est des femmes. Alors là, cette révolte-là, c'est avant, pas exclusivement, mais avant tout les femmes qui le font. Donc personne ne vole et le fruit de la vente est porté au procureur local. Voilà, monsieur, nous avons vendu le blé, voilà l'argent, vous pourrez le rendre à qui de droit. Les marchands reviennent chercher le procureur pour qu'il récupère la marchandise qui a été mal vendue. Et Turgot leur donne raison. Turgot leur donne raison. Les autorités locales se terrent, parce qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils voient bien que les émeutes montent, la colère populaire monte, et que de l'autre côté, le gouvernement ne cédera pas. Pontoise et Beauvais le 29 avril, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Denis, Gonesse le 1er mai. La révolte suit le cours de la Seine et des péniches chargées de blé plus cher que l'or. Les routes sont prises d'assaut. Personne ne crie contre le roi. On veut juste la taxation. C'est tout. C'est tout. Personne ne dit rien contre le roi. On crie taxation, taxation. Un édile prend sur lui d'imposer un prix à des marchands. Turgot le fera embastiller 7 semaines pour lui apprendre à obéir au peuple. Lenoir, qui est l'ex-lieutenant général de police, raconte qu'à la fin avril, en 3 ou 4 jours, il a adressé à Turgot 9 lettres et que, n'ayant pas de réponse, il s'adresse à un de ses agents qui lui répond « Le ministre a reçu toutes vos lettres, vous ne devez pas en douter et je ne sais pas pourquoi vous vous alarmez, j'ai vu le pain à Paris à plus de 4 sous la livre et je n'en ai point été effrayé. » Vous vous rendez compte? De quoi avez-vous peur? Moi j'ai vu pareil, je n'ai pas eu peur. Le 1er mai, les femmes veulent payer le bon prix, comme on leur refuse, elles prennent le blé et elles le vendent pour rien, elles le donnent. Ça tourne mal. Avant on payait, maintenant on commence à voler. Mardi 2 mai, Versailles est attaqué, écrit le roi à Turgot, ce dernier est à Paris. Il revient en 4e vitesse. En attendant qu'il revienne, le roi, de son balcon, tente de parler au peuple et il est obligé de reculer, et là on le voit clairement pleurer. Le peuple hurle du pain, taxation, taxation. Le roi a juré et on le voit reculer et sortir du champ de vision des manifestants.
Parce que là, il n'est plus le roi. Le roi, il est nourricier, sinon c'est plus le roi. Le gouverneur militaire de Versailles donne l'ordre de vendre le pain à 8 sous, en croyant l'émeute reine de la rue, et le temps de rassembler la garde. Vous avez là un type qui est là pour rétablir l'ordre, le peuple crie « nous voulons du pain à 8 sous », il dit « bon, bah, écoutez, on vous donne le pain à 8 sous », il sera désavoué. Il était hors de question de céder au peuple. Le blé était trop cher, et bien il serait vendu plus cher, point. C'est le dogme, c'est la théorie, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. On se prépare au pire pour le 2 mai à Paris. Turgot revient à Versailles et il prend la main. Il occupe brusquement le poste de Premier ministre, il donne des ordres à la police et à l'armée et à la garde française. Le voilà devenu dictateur. Turgot écrit à Biron, commandant de l'armée de Paris, et au marquis de Poyane, à la tête d'une autre destinée en province. Écoutez bien. Ceux qui continueront de s'attrouper encourront la peine de mort et seront les contrevenants arrêtés et jugés sur le champ. Tous ceux qui dorénavant quitteront leur paroisse sans être munis d'une attestation de bonne vie et mœurs, ça vous rappelle quelque chose? Tout rappelle quelque chose. Signés de leur curé et de leur syndic, et du syndic de leur communauté, seront poursuivis et jugés prévotalement suivant la rigueur des ordonnances. On avait parlé de la libre circulation de quoi au juste? Pour que le blé circule, les Français n'ont plus le droit de circuler. On supprime tout contrôle sur la circulation du grain et on oblige les gens à avoir une autorisation de sortie de leur curé ou de leur syndic. C'est ça le libéralisme. Au moment de signer, on voit Louis XVI, noué d'angoisse, qui dit « Au moins, n'avons-nous rien à nous reprocher ?» Il n'est pas tranquille, le roi. Condorcet, lui, il a toujours une image de Condorcet, c'est un gentil. Il est devenu enragé. Il dit « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on aura puni quelques-uns de ces brigands. » Ça vous dit quelque chose? Brigands, les gens qui ont faim. En attendant, le mal gagne. Condorcet toujours. « Je ne vous exhorte pas à avoir du courage, mais à ne pas avoir d'indulgence. » Le soulèvement est général à Paris. Tout Paris sera pillé sans une goutte de sang. Paris, c'est pas Paris qui sera pillé, c'est les boulangeries et les dépôts de grains. Il n'y aura pas une goutte de sang. Pas un possesseur de boulangerie ne sera tué. On ne trouvera que des ouvriers et des gens qui n'ont que leur travail quotidien pour vivre, qui vont se servir de pain, de grains et de farine. À 7 h du soir, c'est terminé. Et qu'a fait la police? Rien. Pourquoi? Ben parce que là, si elle était intervenue, elle devait rétablir l'ordre et qu'elle a laissé faire par sympathie, par solidarité, indéniablement, indéniablement. Et quand la police a fait quelque chose, il y a des cas, elle a aidé les gens. Elle a aidé le peuple. Turgot, hors de lui, renvoie le lieutenant général de police Lenoir. Il change aussi le commandement suprême des troupes. Et le Parlement s'assemble le 4 mai et fait afficher un arrêté interdisant les attroupements, mais ajoute que le roi sera supplié de faire diminuer le prix du pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez Turgot qui est au pouvoir et le Parlement éternel opposant au pouvoir qui dit nous, bien sûr, il faut établir l'ordre, nous sommes d'accord pour l'établir l'ordre, mais nous allons demander quand même au roi de faire baisser le prix du pain. Eh bien, Turgot fait recouvrir l'affiche du Parlement par une autre sur laquelle il promet la peine de mort aux émutiers par jugement en cour prévôtale. Le Parlement déclare qu'une telle procédure est attentatoire à ses droits et Turgot le fait convoquer 2 rechefs à Versailles pour un lit de justice. Il a lieu le 5 mai, on accrédite la tête du complot, mais on ne recherche même pas les instigateurs. On est bien d'accord qu'il y a eu un complot, tout ça c'est des gens qui ont voulu aux Lumières et on va chercher aucun instigateur. Voltaire apporte son soutien à Turgot par une diatribe qu'il écrit, qu'il écrit alors qu'il n'a pas quitté Ferney. Ferney, c'est à côté de Genève, hein. Il n'y avait pas le TGV à l'époque. Hein. Vous imaginez le temps que mettent les informations pour passer de Versailles et Paris jusqu'à Ferney-Voltaire. Enfin, Voltaire maintenant. Et d'après Voltaire, ce sont les prêtres des campagnes dont le fanatisme a saisi cette occasion de soulever le peuple contre l'encyclopédie. C'est encore le coup des curés, c'est bien connu. Et il écrit comme s'il y était, c'est le reportage du reporter absent. Voilà, le reporter il fait son reportage de chez lui, de sa chambre, et il écrit « Quand nous approchâmes de Pontoise, nous fûmes tout étonnés de voir 10 à 15 000 paysans qui couraient comme des fous et criaient « Les blés, les marchés, les blés !»
Je sais qu'il criait taxation, taxation, mais les blés et les marchés, je ne suis pas au courant. Il s'arrêtait à chaque moulin, le démolissait en un clin d'œil. Vous imaginez les paysans qui vont démolir les moulins, enfin bref. Jeter la farine, blé et son à la rivière. Alors c'est attesté qu'il y ait du blé qui était jeté à la rivière, mais c'était le blé qui était avarié. Donc si on achetait du blé à la rivière, c'est qu'ils jetaient le blé à la rivière, vous avez compris. Un petit prêtre leur suggérait d'une voix de stentor « Saccageons tout, mes amis, Dieu le veut, détruisons toutes les farines pour avoir de quoi manger. » Et après on vous explique, Voltaire il a bien compris que les gens ils sont bêtes, hein. La preuve. Cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu'avec des confrères, il était l'un des chefs de la foule. Nous avons reçu de l'argent pour cette bonne œuvre. Tout est inventé, comme tout ce que fait Voltaire. Tout est inventé. À Paris, suite à la journée d'émeute, on fait arrêter 1000 personnes au hasard. Vous savez, la police, elle passe dans les rues, elle rafle, dont les 2 tiers n'ont certainement pas lu le texte de Necker. Ça, c'est absolument évident. Les gens ne sont pas sortis en foule parce que Necker a écrit contre le libéralisme de Turgot. Et le 11 mai, on pend à 15 h, en place de Grève, 2 innocents. Jean-Denis Desportes, 28 ans, Jean-Claude Lesguillet, 16 ans. Ils pleurent. L'échafaud a été dressé à 6 mètres de haut, mais personne ne les verra. Parce que 2 rangs de soldats, l'un tourné vers la foule, l'autre vers l'échafaud, empêchent tout le monde de rien voir. La place est noire de monde. Mais les gens ne viennent pas pour voir, ils ne voient pas. Ils viennent pour être là. Les condamnés hurlent « Grâce, grâce, grâce !» La foule hurle « Grâce, grâce !» Qui va demander la grâce au roi? Sûrement pas Turgot, il veut que justice se passe. Ils ont été exécutés devant une foule interloquée. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce royaume? Qu'est-ce que c'est que ce roi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Turgot écrit au curé par l'intermédiaire des évêques, « Vous êtes instruits du brigandage inouï qui vient de s'exercer. » Il fait dédommager les marchands à qui on a pris du blé taxé, à qui on a pris du blé pour le taxer, par les communautés urbaines et villageoises. Sans rentrer dans le détail, il dit « Si la répartition générale de ces sortes de dédommagements est un mal pour les particuliers innocents sur qui elle tombe, donc il reconnaît que ceux qui n'ont rien fait vont payer avec ceux qui ont fait quelque chose, elle était néanmoins indispensable pour établir la confiance des commerçants contre les mouvements populaires et pour intéresser la totalité du pays à les prévenir et à s'y opposer. » Eh bien, à Versailles, quelqu'un crie dans un couloir, le roi sera sacré le 11 et massacré le 16. Nous sommes en 75. Turgot va continuer ses réformes, il va prendre notamment 6 édits concernant la suppression des corporations au nom de la liberté du travail. Je ne peux pas tout dire, je peux pas tout dire. Sachez que la suppression des corporations, c'est la suppression de toute la protection sociale des travailleurs et la mise entre les mains, pieds et poings liés, des travailleurs entre les mains des capitalistes sans aucun scrupule. Il développe les ateliers de charité qu'il avait expérimentés à Limoges. Ça met toute la population qui le peut à contribution pour alimenter la caisse de charité. C'est-à-dire que la caisse de charité, on va aller chercher chez qui? Chez ceux qui n'en auront pas besoin. On prend aux pauvres pour donner aux plus pauvres. Il fait dresser un état détaillé des besoins des familles par des inspections humiliantes. On envoie des agents, alors vous êtes combien ici, vous êtes malade, vous, pour pouvoir bénéficier des ateliers de charité, vous laissiez rentrer l'équivalent des services sociaux qui viennent vous poser des questions humiliantes. On ne donnera rien en échange de rien, sauf vieillesse ou incapacité. Vous avez besoin de secours? Au boulot, venez bosser. On ne donne de secours qu'aux pauvres du lieu, les étrangers seront secourus assez pour permettre de rejoindre leur pays, et les malades seront envoyés à l'hôpital. Turgot a été présenté, m'a présenté Turgot, quand je l'ai étudié, sous 2 casquettes. Un économiste génial. Alors, génial pour qui? Je pense que pour les gens qui ont voulu s'enregistrer sur le prix du commerce du grain, c'est indéniable. C'est indéniable. Cet homme a du génie. Mais surtout comme un humaniste ayant pris en compte la souffrance du peuple. On se demande entre quelle heure et quelle heure. On ne trouve ça nulle part, ni dans les écrits, ni dans les actes de Turgot. Il n'a fait que distiller son mépris pour la populace qui résistait à ces mesures.
J'ai trouvé dans Tocqueville la citation suivante de Turgot: « Les communautés de campagne sont composées, dans la plus grande partie du royaume, de paysans pauvres, ignorants, brutaux, incapables de s'administrer. » C'est-à-dire que Turgot a voulu régénérer la France, une France d'abrutis, qu'il a mis entre les mains de commerçants géniaux. C'est une double escroquerie. La Révolution puis la République ont vu l'application de toutes les théories de Turgot qui ont eu une victoire posthume. Parce que le roi, quand il a vu que ça tournait mal, a renvoyé Turgot, et les débuts de la Révolution arrièrent toutes. Tout est passé. Et nous y sommes encore. Les Lumières ont gagné. Voilà.